Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener. Bah non, aujourd'hui c'est pas un Cloud Screener. Aujourd'hui c'est un petit webinaire qu'on fait pour parler Observer. Observer, ça vous parle pas? On va surtout parler de réseau, de latence, de cloud bien sûr. Et avant de commencer tout ça, qui suis-je? Je suis Anthony Monté, fondateur de Cloud Mercato. Qui est Cloud Mercato? Cloud Mercato, c'est un cabinet de recherche et conseil spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Notre idée, c'est qu'il y a plein de cloud providers de par notre planète, des petits, des grands, des moyens. Et généralement, si je suis consommateur de cloud, je vais aller vers les gros parce que ils ont des larges boutiques avec, ils sont en tête de gondole partout et on parle un petit peu partout d'eux. Mais en fait, les autres cloud providers, que ce soit les tiers 2 comme on peut les appeler, ou même les tiers 3 ou d'autres un peu plus spécialisés, ont aussi des avantages, ont aussi des attraits business pour la plupart des entreprises. Et donc, chez Cloud Mercato, on essaie de collecter des datas à propos de tous les clouds, comme je disais, les petits, les moyens, les grands, mais surtout les très connus et les plus confidentiels. Quand je vous dis collecter des datas, je parle de tout ce qui nous permet en fait de qualifier les clouds, donc prix, performance, spécification, location, certification, vraiment tout ce qui nous permet de qualifier cloud, service, produit. On met ça dans notre DB et on essaye de partager la plupart des données gratuitement. Je dis la plupart parce que c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais on a une plateforme publique sur laquelle vous pouvez trouver pas mal de données gratuitement. Vous pouvez les réutiliser, les copier, faire vos propres benchmarks. Tout ça est sous licence Creative Commons. Donc faites-vous plaisir quand vous allez sur la plateforme. Vous pouvez vous ouvrir un compte freemium et tout le tralala. Mais aujourd'hui, en fait, on est là pour parler d'une partie assez intéressante chez les clouds, qui est le réseau. Alors, le réseau entre clouds, le réseau en direction des utilisateurs, mais surtout se poser des questions de combien de temps, quelle est la latence, comment est-ce que je peux exploiter le réseau à partir de chez moi, de chez mon voisin, depuis l'Inde, depuis les États-Unis, en direction des cloud providers. Alors, comme je vous disais, chez Cloud Mercato, on collecte beaucoup de data à propos des perfs, des prix. Aujourd'hui, on va surtout parler de perfs, mais avant de parler de perfs, j'aimerais parler avec vous de prix. Euh, Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On a un super chat qui est présent. Donc, vous pouvez aller poser la question directement là-dedans. Et avant de commencer à partager mon écran et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié que je suis avec mon compère de toujours, Monsieur Blin, Jérôme. Et donc, je vais le saluer un petit peu en retard, mais bonjour Jérôme, comment vas-tu? Très bien. Alors, ah, ouais, c'est vrai que chez toi, il est relativement tôt. Ici en France, il est déjà midi. Mais t'es pas un lève-tard, c'est juste que t'es autre part. Tiens, aucun son du tout. Genre, tu ne m'entends pas, tu n'entends pas Jérôme, tu ne m'entends pas moi? Hmm, peut-être qu'on a un petit réglage à faire, je sais pas. Puisque après, est-ce que quelqu'un d'autre sur le chat, Seb, tu peux nous dire si tu as du son? Parce que je sais pas comment c'est sans son. Dominique, il semble que tu aies un problème technique. Est-ce que tu peux lui dire que c'est lui sur le chat, s'il te plaît, Jérôme? Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez deviné, et comme d'habitude, Jérôme m'aide à faire la régie, mais aussi, bien sûr, il participera comme d'habitude avec ses questions non techniques, ses questions un peu cheloues, on va dire, hein. Et donc, revenons-en à notre webinar. Je vais partager mon superbe écran. S'il y a des trucs confidentiels, vous les regardez pas, hein, c'est le mien. Donc, c'est pas volontaire si je vous les partage. Alors, Cloud Mercato, ici on a notre jolie petite plateforme. Et moi, avant de rentrer donc dans le vif du sujet des performances réseau et de l'Observer, je voulais vous parler juste avant d'un détail dans le cloud qui est assez intéressant. Ici, on a le prix du réseau.
par cloud provider. Donc, on a à peu près une vingtaine de cloud providers. En X, on a les différents tiers, parce que si vous ne savez pas comment est facturé le prix du réseau, je vais rentrer dans les détails tout de suite, mais en X, on a les tiers, on a les différents tiers, et en Y, on a le prix au giga, donc de 0 centimes à 12 centimes par giga. Comment donc est facturé le prix du réseau? C'est pas compliqué, il y a plus ou moins deux modes de facturation. Il y en a plus que ça, mais on va se simplifier la vie en disant qu'il y en a deux. Il y a d'abord les hyperscalers, qui appliquent une tarification dégressive, c'est-à-dire que plus on envoie de contenu sur Internet, moins on va payer, sachant que recevoir du trafic depuis Internet en direction du cloud, généralement on ne paye pas pour ça, c'est le trafic ingress, et pour envoyer donc on a le trafic egress que cette fois-ci on va payer. Si on prend la courbe la plus chère ici, on est sur le réseau de Google, on est sur le réseau premium de Google, et donc les prix commencent à 12 centimes de l'heure, et on peut voir que plus on envoie, ensuite on arrive ici à X, on est à 1 TB, 1 terabyte, et on peut voir que le prix commence à descendre, et à 10 terabytes, le prix est encore descendu, et in fine, on arrive au dernier tiers qui est à 10 terabytes pour ce réseau-là. Ici, c'est la première méthode de tarification et on peut trouver la même chose chez les autres hyperscalers en fait. Les hyperscalers pratiquent généralement les mêmes modes de tarification et si on prend la courbe ici orange, qui est la courbe donc de AWS, on peut voir que le premier giga est gratuit. À partir de 1 giga, on va commencer à payer 9 centimes par giga et ensuite c'est dégressif ici à 10 Tera et ensuite à 40 Tera et ensuite encore à peu près 150 Tera et ensuite à 500 Tera, on a le prix le plus bas. Et après 500 Tera, il me semble qu'il faut les contacter parce qu'ils seront pas très contents. Enfin, ils seront contents parce que vous allez payer cher, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose à réguler. Un client qui consomme 500 pétabytes par mois. Et donc, voilà, on a les deux exemples, Google, AWS, qui commencent avec des prix relativement hauts et ensuite qui descendent. Plus on envoie, moins on consomme. Ça, c'est le premier mode de tarification. Le deuxième mode de tarification, c'est les autres cloud providers, généralement les tier 2, qui font quelque chose de simple. Ils vous disent, vous payez tant, point barre. Ici, par exemple, sous les yeux, on a Ionos, avec une tarification, d'ailleurs, on est à 9 centimes. Ici, on est sur les prix en 2022. Donc, ils sont pas tout à fait à jour. Ils n'ont pas tous changé, mais ils sont quand même pas tout à fait à jour. Et donc, si on prend Ionos Berlin ici, on peut voir qu'on est à 9 centimes et peu importe le nombre de gigas qu'on va envoyer, on sera toujours au même prix. Pareillement, je peux prendre ici la courbe de Vulture. Vulture, on est à 1 centime. Peu importe le nombre de gigas qu'on enverra, ce sera toujours 1 centime le giga. Donc, eux, on peut dire qu'ils appliquent ce qu'on entend toujours, c'est-à-dire la transparence. Si je sais que je vais envoyer 500 gigas, bah, je ne devrais pas avoir une calculette super intelligente pour comprendre combien ça va me coûter. C'est pas dégressif, mais cependant, si on regarde un peu la courbe d'AWS versus Vulture, bah, on peut voir que Vulture est toujours moins cher, même quand on arrive au dernier palier de AWS. Donc, quelque part, on peut se dire que, et en regardant ce graphe, surtout, on peut se dire qu'aussi, on peut classifier les cloud providers en deux groupes. Il y a ceux qui sont relativement chers au niveau du réseau et ceux qui sont peu chers. Et on peut même créer un troisième groupe avec ceux qui sont très peu chers, voire gratuits. Dans les gratuits, ici, on peut voir qu'il y a plein de courbes en fait qui se confondent et qui sont à 0 euros. Voilà, on a par exemple Infomaniac qui est celle qui ressort le plus. Infomaniac ne fait pas payer le trafic réseau. OVH ne fait pas payer le trafic réseau. Je pense qu'on peut en trouver d'autres comme ça qui sont assez flat. Sinon, on a par exemple Oracle qui est à 0 euros jusqu'au 10 Tera. Après 10 Tera, on commence à payer le trafic réseau, mais très peu cher. On est à moins d'un centime en réalité. Donc, je tiens à exposer les prix avant de parler des perfs, parce que c'est sympa de dire tel provider peut nous amener à tel niveau de performance, mais on paye un petit peu tout. Et on peut voir qu'on est pas sur un ratio de 1 pour 2, mais plutôt de 0 pour l'infini, parce que bon, passer de 0 euros à 12 centimes, ça fait une énorme différence. Sachant que 12 centimes peut paraître peu, mais premièrement, on parle de 12 centimes par giga. Donc voilà, si je dois envoyer 1 Tera, vous multipliez ça par 1024. Si je dois envoyer
un péta, bah, on multiplie encore par 1024, etc., etc. Donc ça peut vraiment monter rapidement en termes de facture. Mais surtout, le trafic egress, c'est beaucoup du trafic qui viennent des consommateurs de votre architecture ou de votre application. Et donc, c'est pas forcément un trafic qui est contrôlable. Si par exemple, vous vous appelez YouTube, bah, beaucoup de gens vont upload des vidéos. Et bon, upload, donc c'est pas non plus le bon exemple, ce serait plutôt dans l'inverse. Beaucoup de gens vont visionner vos vidéos, donc vous allez envoyer beaucoup de gigas sur le web, mais en fait, vous ne contrôlez pas le flux arrivant. Les gens vont voir une vidéo ou les gens sont abonnés à un vidéaste et vont aller consulter. Un jour, vous ferez 300 gigas sortant, un autre jour, vous ferez 500 gigas sortant, un autre jour, 200 gigas, un autre jour, ça se trouve, pas de vidéo ou pas de consommateur ou un pays a bloqué, je sais pas, l'accès à YouTube et du coup, vous avez zéro. Donc, vous contrôlez pas en fait le flux arrivant et donc vous ne contrôlez pas votre facture. Voilà, c'est ce que je voulais vous spécifier à propos des prix. Maintenant, passons à la perf. Alors, pour la perf, chez Cloud Mercato, ce que je vais vous montrer, c'est des jolis tableaux comme cela. Ouais, il faut un peu mal aux yeux, mais on va plonger dedans. Mais avant de montrer ces jolis tableaux, en réalité, enfin, je vais vous expliquer ce tableau-là et je vais vous expliquer ensuite comment est-ce qu'on arrive à récolter comme ça. Donc, basiquement, ici, ce qu'on peut voir, c'est la latence entre deux régions. Donc, ici, on a Africa, Asia, donc les continents, enfin des grandes régions. Pareillement, ici, on a ces mêmes continents. Et ensuite, quand on rentre un peu dans les détails ici, pour chaque région, on a des sous-régions. Donc en Africa, on a Central Afrique, East Afrique, North Afrique. En Asia, on a Central Asia, etc. En Amérique, on a juste Central America, West Indies, Europe, North America, Pacifique, South America, etc. Et donc, si on essaie de croiser une colonne avec une ligne, en fait, on peut avoir la latence entre ces deux régions. Donc, par exemple, entre Central Europe et West Asia, ici, j'ai en moyenne 660 millisecondes de latence entre les deux. À titre d'information, et corrige-moi si je me trompe, Jérôme, mais en termes de SEO, 400 millisecondes, je crois, ça commence à être inadmissible pour beaucoup de gens. Tout le monde veut tendre vers le 100 millisecondes maximum ou entre guillemets à 95 percentiles. Et personne n'a envie de tendre vers les 500 millisecondes, ni vers les 2 secondes 800 qu'on peut voir ici. Et donc, on peut se dire, mais comment collecte-t-il toutes ces données? Comment a-t-il fait pour avoir ça? En fait, je vais vous expliquer très simplement. Alors, chez Cloud Mercato, avec notre plateforme, on est capable donc de collecter beaucoup de data à propos des cloud providers, de leur virtual machine, de leur réseau, de leur block storage, de leur object storage, au propos de beaucoup de services, même load balancer, etc., etc. Et dans l'idée, bah, on a beaucoup de data, on fait aussi des tests réseau. Par exemple, si je prends cette VM-là, je pense que j'ai dû tester son réseau, voilà. On est capable de dire, voilà, cette VM, elle est capable de monter jusqu'à 10 000 mégabytes par seconde. C'est la limite théorique que nous donne AWS. On s'est aussi amusé à faire un joli projet. Je crois qu'on avait testé le réseau de Amazon. Amazon, si je tape network, voilà. On s'était amusé à tester le réseau de Amazon, la bandwidth entre toutes les régions, la latence entre toutes les régions d'Amazon. Ça, c'est un projet qui est disponible. Tiens, je vais vous lâcher l'URL parce qu'il est très intéressant sur le chat. Hop là. Et donc, on s'est amusé à, par exemple, tester la latence entre toutes les régions Amazon, à savoir combien de sauts on avait, même si là, j'ai pas les sauts. On peut aussi se poser les questions qu'on avait tout à l'heure à propos des prix chez Amazon. Mais là, le tableau qu'on avait ici, il est bien plus large. Il concerne tous les cloud providers et aussi il concerne tous les clients qui sont allés sur cette superbe interface qui s'appelle Observer. On y reviendra après, mais basiquement chez Cloud Mercato, comme je disais, on est capable de mesurer pas mal de choses à propos de pas mal de produits.
Mais le problème qu'on avait jusqu'ici, c'est que quand je veux faire un test comme celui-là, où je teste depuis AWS Francfort jusqu'à AWS Osaka, par exemple au Japon, c'est sympa, ça me donne des bons chiffres, mais en fait, je suis en train de tester depuis un data center jusqu'à un data center. Donc, si je devais tester la latence serait toujours dans des valeurs très acceptables. Typiquement ici, je sais pas, pour aller de Mumbai à l'Afrique du Sud, je vais prendre 155 millisecondes. Alors que si je regarde de l'autre côté ici dans mon application, pour aller, on était en Asie du Sud jusqu'à South Africa, ici on a 1 seconde 3. Bon, South Africa, Inde, il y a juste l'océan Indien à traverser, c'est pas si long, mais on a quand même une grosse différence, 1 seconde 3 ici, et quand je reste dans le réseau AWS, 150 millisecondes. Pourquoi? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que les gros cloud providers ont souvent un réseau privé qu'ils utilisent pour leur usage ou pour l'usage des clients quand ils le demandent. Et ce réseau privé est souvent aussi large qu'Internet, il passe par tous les continents, il a des gros câbles, il permet surtout d'aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le premier détail, mais en réalité, je pense que pour les tests qui sont là, je n'utilise pas le réseau privé. La deuxième chose à se dire, c'est que d'un data center à un autre data center, en fait, je vais rester sur ce qu'on appelle le backbone d'Internet. C'est-à-dire que tous les data centers sont très bien connectés à Internet parce qu'il y a ce qu'on appelle le backbone qui est en gros un gros périphérique, une grosse autoroute d'Internet très 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 rapide où il est aisé de passer d'une plaque à une autre, d'un continent à un autre, entre guillemets aisé. Et donc, quand je suis dans un data center à X endroit et que je vais aller à un endroit B, bah, je vais sortir de mon data center, directement, je vais rentrer dans le périph et je vais ressortir du périph de l'autre côté et je serai arrivé très rapidement. Alors que si on prenait la connexion Internet toute pourrie que j'ai en ce moment, d'ailleurs, j'ai beau avoir une fibre optique, mais je sais pas si vous captez à 100%. Déjà, mon PC à moi pour sortir d'internet, il va passer par un Wi-Fi, ensuite il va sortir de ma ligne téléphonique, il va prendre une fibre optique, il va aller, je sais pas, au DSLAM qui est à côté, du DSLAM, il va prendre un plus gros truc de mon fournisseur internet, et de mon fournisseur d'accès internet, il va aller chez le DSLAM. Donc on n'est pas sur le même cheminement, et c'est bien sur ça qui explique la différence qu'on peut voir ici entre le 11 secondes 3 et le 155 millisecondes. Et du coup, nous, chez Cloud Mercato, on était là, ok, on arrive à collecter des valeurs data center à data center, mais ça représente la réalité de l'IT, des gens qui consomment du cloud et qui font des infras, mais ça représente pas forcément ce qu'un utilisateur aurait comme performance. Alors, on s'est gratté les cheveux et tout, la tête, on a perdu des cheveux. On s'est dit comment est-ce qu'on va faire ça? C'est impossible. Et il y a des gens qui ont fait ça dans le passé, une entreprise qui s'appelait Cedexis, avec Julien Coulon, si je me rappelle bien. Une entreprise qui a été revendue depuis le temps à Citrix, il me semble. Et en fait, que faisait Cedexis? Cedexis, ils allaient voir les top 500 DNS du web, c'est-à-dire les sites les plus consultés en gros. Et dessus, ils mettaient un petit JavaScript qui permettait que tous les gens qui consultent ce site web euh, lancent ce JavaScript. Donc une grosse base de clients. Et à côté de ça, ils mettaient des probes, c'est-à-dire des, euh, des mesureurs, des petites nodes un petit peu partout dans le monde pour dire, OK, au Japon, on a un point, aux États-Unis Est, on a un point, France, Allemagne, Bulgarie, peu importe, ils en mettaient partout dans le monde. Et donc, ils avaient d'un côté un gros pool de clients qui consultent des sites et qui se posent pas beaucoup de questions, et de l'autre côté, un gros pool de nodes partout dans le monde qui sont prêts à être tapés. Et donc, on fait la jonction des deux et on a des millions de personnes qui ont leur PC, qui vont aller demander à plein de nodes partout dans le monde combien de temps est-ce que tu prends. Eux, ils récupèrent cette data, et à partir de cette data, ils faisaient ce qu'ils appelaient à l'époque la météo de l'Internet, ou du cloud, ouais, c'était la météo d'Internet, je crois, où ils peuvent dire, bah tiens, pour les gens qui sont en France, ceux qui veulent accéder au site allemand ou français ou peu importe, il semble que les routes Internet soient cassées, ou il y ait des embouteillages, enfin il y ait du trafic à ce moment-là, etc. Donc ils étaient capables vraiment de dessiner une carte avec des points rouges, etc., du monde. J'en suis pas là, hein, on se détend.
Moi, mon but, c'est pas de faire la météo d'Internet, mais, mon but est quand même de mesurer la réelle latence entre un client quelconque partout dans le monde, en 3G, 5G, 4G, en Wi-Fi, en fibre optique ou peu importe. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette super interface ici présente qui s'appelle le Observer. Et en fait, l'Observer, ici, on est sur la page d'accueil, on voit déjà qu'il y a quelques tests qui sont lancés. En fait, ici, ce qu'on voit, donc, c'est des régions cloud et on lance 3 tests et ensuite je vous donne la moyenne de ces 3 tests. Et donc, basiquement, on voit ici que depuis mon PC, actuellement, je suis en Île-de-France, donc à l'ouest de l'Europe, pour aller à AWS Zurich. Donc c'est relativement rapide. Voilà, j'ai 119 millisecondes, 300 millisecondes, 67 millisecondes. Pour aller en Autriche, ATVE, c'est Vienne, chez Exoscale, pareillement, c'est relativement rapide. Pour aller Azure Central, bah, c'est très rapide. On peut voir que je suis en dessous de 150 millisecondes. Azure France Centrale. Et pour aller à Sydney, je trouve ça rapide en fait, parce que pour aller à Sydney, prendre 600 millisecondes, ça va en fait. Moi, j'habite au Portugal et en vrai, je prends 2 secondes pour aller à Sydney depuis chez moi. Mais bon, c'est une autre histoire. Pareillement, pour aller en Corée du Sud, voilà, ça prend tel temps. Et bah, en fait, là, juste avec cette interface-là, vous pouvez venir et vous dire, bah tiens, je peux mesurer en combien de temps ça va prendre pour aller à plein d'endroits. Ici, c'est juste la page d'accueil, donc il n'y a pas tout, mais en réalité, si je vais là, en temps réel, là, je suis en train de tester bah, toutes ces régions chez AWS, je suis en train de tester l'object storage de BSO, je suis en train de tester toutes les régions Exoscale, Linode, j'ai pas encore mis beaucoup de choses, voilà, toutes les régions Azure, et on en a encore plein d'autres. L'idée, c'est que là, on a quoi? Peut-être une petite centaine de endpoints, mais en réalité, moi, dans ma plateforme, j'ai environ 150 cloud providers. Des endpoints, je pourrais vous rajouter facilement 500, quelque chose comme ça. Donc c'est juste une question de temps et de Anthony est un entrepreneur, il a plein de choses à faire. Mais en réalité, là, Oracle, on n'est pas complet. Scaleway, on peut en rajouter encore. Et basiquement, comment est-ce que je fais pour avoir des probes? Je vous disais tout à l'heure que Cedexis, ils avaient des nodes un petit peu partout. Je sais pas comment eux, ils démerdaient pour avoir installé des nodes un petit peu partout dans le monde, mais on est en 2024 et avec les clouds, c'est relativement facile à faire. On n'a pas à rentrer dans un data center ou faire des choses comme ça. On m'avait posé la question, mais attends, Anthony, tu es en train de payer une VM dans chacune des régions des cloud providers? Eh ben non, je ne paye pas de VM, je ne paye pas de conteneur, j'ai juste pris en fait les object storage. Je prends les object storage, par exemple le SOS comme ils l'appellent chez Exoscale, le Simple Object Storage Service. Dans ce Simple Object Storage Service, je vais dans la région ATVE2, donc Vienne 2. Je crée un joli petit bucket. Je mets un fichier de 1 bit, juste 1 bit, la valeur minimum. Et voilà, il est là. Et ensuite, vous, quand vous venez sur cette interface-là, eh ben, vous pouvez demander ce fichier-là et je vais mesurer en combien de temps est-ce que vous l'avez. Pourquoi 1 bit? C'est parce que c'est la valeur minimum, donc ça me permet quelque part de récupérer un TTFB, c'est-à-dire Time to First Byte. Entre parenthèses, ça peut être aussi problématique des fois de donner 1 bit parce que certains object storage, pour pour eux, ça va être un penalty de demander un fichier aussi petit. Il y en a certains, ils préfèrent au minimum, ils stockent du 64, du 128 kilobits. Donc 1 bit, ça peut être un peu un penalty. Mais pour l'instant, quand on regarde un peu les résultats, il n'y a pas réellement de penalty vis-à-vis de la taille de fichier que je stocke. Et donc, je stocke un fichier de 1 bit sur les buckets dans chacune des régions pour chacun des cloud providers. Et en fait, bah, c'est très pratique. C'est très très pratique. Pour quelle raison? Là, le test que j'ai envie de proposer aux gens gratuitement, j'ai besoin qu'il soit fait depuis un navigateur web. Donc les gens, ils doivent pas installer une application, ils doivent pas aller sur un App Store, ils doivent pas lancer une ligne de commande. Il faut que juste ils tapent une URL, ils arrivent sur le site et ils puissent tester depuis leur portable, leur PC ou leur Mac ou peu importe. Et donc ici on a une interface web, c'est parfait. Et de l'autre côté,
on a des object storage qui communiquent avec des interfaces web. Et en plus de ça, on n'est pas sur de la pure infrastructure à se poser des questions seulement oh, mon object storage, combien de objects par seconde ou quoi je suis capable d'avoir. Ici, on est dans un vrai cas de figure, c'est-à-dire que j'ai un navigateur web qui demande un fichier avec le protocole HTTP. Donc, moi, bien sûr, le protocole HTTP, il est pas, enfin, une requête comme celle-ci, elle n'est pas toute clean, dans le sens où je suis en train de comptabiliser tout ce qui est TCP, je suis en train de comptabiliser le SSL, je peux pas avoir la main complète sur, par exemple, le keep alive ou ce genre de choses. Donc, pour me dédouaner un petit peu de ce genre de choses, à chaque fois ici que vous voyez une valeur, moi je lance 3 tests, plus avant de commencer, je lance aussi un test de dry run, c'est-à-dire que je lance une première requête, et cette première requête, elle va me permettre quoi? Elle va me permettre pas mal de choses. Premièrement, les pre-flight requests, pour ceux qui connaissent, c'est dans les protocoles HTTP. Un navigateur web, quand il demande des ressources sur un serveur qui n'est pas complètement de confiance, bah, il lance une première pre-flight request en option. Et cette request-là, bah, si moi je ne le savais pas, je vous ai rajouté le temps d'une request dans le probe ici. Donc il y a la pre-flight request, il y a aussi le DNS, ça c'est très important. La première requête, forcément, quand je veux aller taper AWS Africa, bah, il me faut le nom le DNS du endpoint, et donc c'est une requête supplémentaire. Cette requête-là, bah, je la fais dans la dry request, et ensuite bah, le navigateur web va mettre en cache l'adresse IP du DNS en question. Et comme je disais tout à l'heure, bah ouais, tous les TCP retrieve, tous les keep alive, il y a quelques trucs que je prends pas en compte, mais je pense que c'est assez carré, et quand on regarde les résultats, je pense qu'ils sont relativement pertinents. Comme je disais, voilà, pour aller ici, Exoscale n'a que des régions européennes. Je suis à 200 millisecondes. Azure, par exemple, a beaucoup de régions. Je peux voir que bah, pour aller loin, on est rouge, ça prend pas mal de temps. Mais pour aller en France, voilà, c'est très rapide. Pour aller en Europe, c'est aussi rapide. Mais la France est beaucoup plus rapide. Donc je trouve que mes résultats sont cohérents, en plus de vous exposer ma méthodologie. Et donc, on a pas mal de résultats. Là, si vous allez, je vais vous partager aussi cette page. Si vous voulez aller dessus, bah, vous allez être content. Vous aurez des tests en temps réel. C'est magique. Et lorsque vous lancez des tests, bah, moi, je suis capable aussi de collecter les résultats. Et donc, c'est comme ça que je crée ce super tableau avec plein de résultats. Disclaimer, je suis pas le genre de gens à traquer les utilisateurs de ma plateforme. Je ne collecte que les données de latence. Je garde aussi l'IP et le user agent. L'IP parce que j'ai besoin de savoir où est-ce que vous êtes pour avoir la colonne source. Et le user agent parce que j'aime savoir si cette requête a été lancée depuis un mobile, ou si elle a été lancée depuis, je sais pas, un PC, ou un Palm OS, peu importe ce que vous utilisez comme matériel. Et donc voilà. Ici pour l'observeur, juste avant de passer au résultat de performance, ici sur l'observeur, j'aurais dû rajouter un entre parenthèses bêta, comme je fais souvent, parce que c'est vraiment un portail qui est en évolution. Là, on est en train de tester la latence en temps réel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais rajouter beaucoup plus d'endpoints. On peut s'amuser à filtrer, à dire, OK, moi, je veux juste tester les endpoints qui sont en Europe. Donc, hop, j'envoie, il m'a filtré les endpoints seulement qui sont en Europe. Ou je voudrais dire, je veux juste, par exemple, ceux qui sont... je pense pas que j'ai des endpoints en Russie encore. Pas encore. Je veux juste l'Asie, par exemple, et hop, filtrons par l'Asie. Enfin, tout est possible, quoi. Mais on veut faire évoluer ça à ici, on est en train de jouer avec bah, de la latence, mais j'aimerais aussi pouvoir jouer avec de la bande passante en upload, en download. J'ai aussi des rêves avec savoir le nombre de routes, mais ça c'est beaucoup plus compliqué depuis un navigateur web, parce que le navigateur web est un environnement de développement restreint où on peut faire beaucoup de choses avec JavaScript, mais le réseau, ce n'est pas l'apanage de JavaScript, mais celui du navigateur web. Et typiquement d'ailleurs, Chrome a une API pour récupérer les performances exactes de toutes les requêtes qui partent.
mais cette interface est différente de Firefox, qui est peut-être différente d'un autre navigateur, etc., etc. Du coup, c'est pas exactement les mêmes manières de faire les choses, donc moi j'ai dû développer la mienne. Et bon, c'est juste à titre informatif. Donc cette interface, elle est vouée à évoluer. Et comme je disais, bande passante, plus de endpoint. Ici, on tape des object storage, mais on pourrait très bien se poser des questions de taper les endpoints réels des cloud providers, se poser la question de combien de temps est-ce que de tel endroit de tel endroit, je peux taper le endpoint pour lancer mon lambda ou je ne sais pas quoi. Enfin, on peut se poser beaucoup de questions réseau et c'est un peu le but de cette interface. Pour ceux qui sont au courant, d'ailleurs, en fait, le Observer, ça fait un petit bout de temps qu'il existe, mais là, je suis en train de le revamp, à lui donner une interface, quelque chose de un peu plus convivial. On pourrait penser par exemple à une map où vous avez tous les endpoints, vous cliquez, et quand vous cliquez, ça lance le test plutôt que tout lancer automatiquement. Mais voilà, pour ce qui est du Observer, comme vous pouvez le voir, c'est un peu caca, hein. C'est pas très aligné tout ça, mais ça, c'est le développement web de Anthony Monté quand il prend pas de Presta. Et donc, retournons, oh là, j'arrive plus à parler français. Retournons aux performances. Ici, on a donc le Price Performance Portal où il y a pas mal de détails pour ceux qui s'intéressent aux détails des services et des produits des cloud providers. C'est un portail parmi tant d'autres chez Cloud Mercato. Et comme je vous disais, on a un tableau avec région sous région, et on fait le croisement et on est capable de savoir la latence entre les deux. L'interface est un petit peu plus intelligente que ça. Ici, on est sur la moyenne, mais on peut avoir le minimum. Et on peut aussi s'amuser si on veut avoir le maximum, la médiane. Je devrais rajouter l'écart type, je devrais rajouter les percentiles à 95, à 99, à 5 ou à 1, et plus encore. Mais déjà là, c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous disais que pour moi, c'est relativement cohérent. Cohérent, pourquoi? Parce que quand je suis ici, par exemple, de Centrale Europe, on peut s'imaginer Allemagne, Hollande, Autriche. Pologne, je commence à mettre ça dans l'Europe de l'Est, mais bref. De Centrale Europe à Centrale Europe, je suis à 212 millisecondes ici. Et quand je vous dis que c'est cohérent, c'est que par exemple, de South Africa, est-ce que j'ai du Central Africa, par exemple ici de Central Africa à South Africa, j'ai 2 secondes, ce qui est très cohérent vu comment le réseau internet est déployé en Afrique. Ou je pourrais vous donner aussi de West Africa à South Asia, on a du 8 secondes 5. Et en fait, on peut s'amuser à parler des valeurs longtemps comme ça, mais en fait, ce que je vous donne là, c'est des repères réalistes sur quels sont les temps, quelles sont les distances en termes de temps pour aller d'un continent à un autre, d'une région à un autre, ou même rester dans le même continent. Et ici, on est en train de parler en termes de région et de sous-région, mais on pourrait s'amuser à rentrer dans les détails, à dire de pays à pays. Donc là, on va faire ça comme ça. Ça va prendre un petit bout de temps à lancer parce que actuellement, je dois avoir, je crois, 9 millions de résultats, 9 millions de data points à propos de tout ça. Et donc là, par exemple, en central africain, on va prendre le Cameroun, pays de cœur. Je me rappelle plus l'hymne national, mais c'est pas grave. Du Cameroun à l'Afrique du Sud, on est toujours à 2000 secondes. Du Cameroun à la Chine, on prend le même temps que pour aller en Afrique du Sud. Même, c'est plus rapide d'aller du Cameroun à l'Inde que du Cameroun à l'Afrique du Sud. On va arrêter avec le Cameroun. On va aller sur un autre continent. Parce que euh, attendez, on va même filtrer. On va prendre en termes de région, on va prendre la destination en Europe. Hop là. Donc ça peut venir de n'importe où, mais ce sera forcément en destination de l'Europe. Si on regarde un peu déjà ce qu'on a là, bon, ça a déjà filtré, voilà. Donc, en termes de pays, voilà, on a en Centrale Europe, Australie, Germanie, Netherlands, Pologne, United Kingdom qui est en Centrale Europe. Ça, c'est pas très logique, j'ai un petit bug quelque part. On a la Bulgarie, on a les pays scandinaves, l'Irlande, ça devrait pas être en North Europe. Bref, il y a deux, trois problèmes, mais ça, en fait, ce genre de problème arrive pour une raison simple, c'est
GeoIP, tout simplement. Je me mets pas assez à jour au niveau de GeoIP, ce qui fait que quand je dis, je demande telle IP où est-ce qu'elle est, bah, il peut me donner des pays qui sont pas très très bons. Mais bref. Si je prends par exemple la France, grand pays, et depuis le Maroc, ok, on est à 500 millisecondes, ce qui est relativement acceptable. Depuis la Chine, on est à 1,8 secondes. Depuis le Bénin, on est à 3,3. Donc déjà, vous pouvez vous imaginer des choses. Quand je dis imaginer, ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est, imaginons vous stockez votre site dans un object storage. Bah, là, grâce à ce site web-là, vous aurez une idée de combien de temps les gens vont prendre pour accéder à votre site web, depuis où est-ce qu'ils sont. C'est intéressant parce que ça vous permet de savoir comment adresser les gens. Moi, je suis pas quelqu'un qui a l'œil très vif quand il navigue sur un site internet, mais là, disons que je vais sur ce site, qui m'appartient d'ailleurs, ou allons plutôt sur le W, puisqu'il y a beaucoup plus de choses. Là, déjà, on a une image ici. Ensuite, les trois nuages, ça nous fait une autre image. Là, on a une image, on en a 6, 9. Ça, c'est du CSS. Ensuite, on a une dizaine d'images ici. Donc, est-ce que j'ai envie que quand j'aille sur le site internet, mon client il prenne 2,4 secondes pour afficher chacun des détails, ou est-ce que j'ai envie qu'il prenne 200 millisecondes? Si j'ai envie qu'il prenne 200 millisecondes, bah, j'ai des solutions qui existent. Sinon, si j'ai pas envie, bah, je laisse comme ça et c'est la fête. Mais parlons de ces solutions. Ici, on a, je teste, comme je vous disais tout à l'heure, je teste depuis les object storage. L'object storage, donc prenons n'importe lequel, celui de UpCloud par exemple. Je stocke mes données en Finlande. On peut s'amuser à le faire. Voilà, on est en Finlande ici. Finlande, 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 Finlande. Voilà, Germanie, Finlande. Oh, ils sont pas par ordre alphabétique. La Finlande, elle est là. Et basiquement, on peut voir que pour aller en Europe, la Finlande, c'est relativement rapide. Mais je pense que si je sors de l'Europe, ce sera plus la même histoire. Bref. Et donc, je stocke mes données en Finlande. Donc, les Européens seront relativement rapides. D'ailleurs, entre parenthèses, le site qu'on consulte là, je le stocke pas chez UpCloud, mais il est en Finlande. Et donc, c'est relativement rapide pour l'Europe, relativement rapide aussi pour les États-Unis. Je pense que c'est assez rapide aussi pour une partie de l'Asie, notamment pour la Russie, puisque la Finlande est très proche. Mais ça va être problématique pour mes consommateurs africains ou asiatiques. Alors, la solution de base, vu que on parle d'object storage, ce serait de parler de CDN. Tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure est en HTTP, HTTPS. Donc en fait, un CDN est ultra adapté. Je stocke mes datas en Finlande, et ensuite je prends un CDN, celui de Linode Akamai, celui d'Azure, celui d'AWS, je crois même que OVH en a un, il me semble. Je prends ce CDN et je lui dis, va chercher chez mon object storage les datas, et mon nom de domaine www.cloudmercato.com, je le mets je le donne au CDN, et c'est au CDN de répondre aux consommateurs, aux clients, et c'est au CDN d'aller chercher les choses dans mon object storage. Alors, si on fait un constat, si je passe donc par cette option, le CDN, comme je disais tout à l'heure, lui, il est dans un data center. Donc, pour aller chercher mon object storage, il va rester sur l'autoroute d'Internet, le périph' dont on parlait tout à l'heure. Si même d'ailleurs il est même pas directement dans la même région que le cloud provider, si par exemple mon CDN et mon truc sont dans la même région, bah voilà, ils sont très rapides. Mais on peut s'amuser à faire un object storage dans un cloud provider, un CDN chez un autre cloud provider. Et donc quoi qu'il arrive, ce CDN va passer par l'autorité d'internet. Donc lui déjà pour avoir les documents et les ressources HTTP, ce sera très rapide. Mais ensuite, il devra délivrer ses ressources aux clients. Et bah, les CDN, en fait, ils sont faits pour. Ils sont partout, ils sont déployés partout sur la planète. Hein. CDN, Content Delivery Network, donc réseau de livraison de contenu. Que tu sois en Inde, que tu sois en Afghanistan, que tu sois à Paris ou à New Delhi ou à Jakarta ou à Rio, bah, le CDN, il est censé avoir un point qui est pas loin de toi. Typiquement, moi, dans mon Observer, je devrais rajouter un balai CDN, un volet CDN. Comme ça, les gens pourront se dire,
ah ben, en fait, ce CDN-là, d'où que je suis, bah, il aura telle milliseconde. Je me mets dans le métro, ah bah, ce CDN, il sera rapide comme ça. Je vais à Bruxelles, ah bah, le CDN, il est toujours aussi rapide. Et normalement, là où est-ce que on a du rouge et du orange ici, bah, en fait, le CDN devrait nous rapprocher du vert, clairement, parce qu'il est fait pour. Donc, les valeurs que je vous donne là, en fait, elles sont très utiles. Elles disent, voilà, ça prend tel nombre de temps. Est-ce que je devrais opter pour une autre solution ou pas? Ou est-ce que je devrais rajouter un détail sur ma stack technique? Et vous pouvez vous amuser comme ça à filtrer, à choisir par sous-région, par pays, avoir le minimum, le maximum. Et aussi, ce que j'aimerais faire, c'est se poser cette question-là. On va prendre en destination, on va prendre le provider et le pays. Et on va prendre ici juste les pays. Et en gros, on va se poser la question, la latence par cloud provider. Si ça veut bien arriver dans les 3 secondes, on fait un compte à rebours. 3, ou c'était trop rapide. Bref. Donc, on peut voir que par exemple, moi chez Alibaba, j'ai juste testé en Allemagne et en United Kingdom, et là vous avez toutes les valeurs. Si on prend, on va filtrer un peu, on va prendre en destination juste Europe et North America pour avoir un petit peu moins de valeur et être plus à l'aise. Ouais. Oui, moi je pense que c'est sous-utilisé parce que ça fait flipper. Dans les années 90 et 2000, on avait beaucoup d'histoires où tu stockes une image et tu dis à ton Apache et ton Nginx, voilà, cette image-là, elle changera plus ou moins jamais, mets un cache de 1 an dessus. Et en fait, le jour où tu changes l'image, tous les navigateurs, ils disent, bah moi, je vais pas la chercher, elle a pas changé. Donc ton site internet, ça peut être sur une image, mais ça peut être sur un CSS, un JavaScript. Du coup, ça fait flipper les développeurs de mettre des caches sur des fichiers parce qu'ils se disent, bon bah le jour où je fais une mise à jour, il faut que je dise à tous mes utilisateurs de faire un commande Shift Reload sur leur page. Enfin, ça fait flipper. Donc clairement, c'est une feature à utiliser qui est sous-utilisée de ce que je vois. Après, je suis pas omniscient, mais oui, c'est sous-utilisé les caches. Donc ici, on peut s'amuser à regarder par cloud provider, par pays. Donc si on prend par exemple la Belgique, ici on a pas mal de résultats. Donc on part de Belgique et on va chez AWS Germany. 245 millisecondes, chez Alibaba Germany, excusez-moi, 245 millisecondes, chez AWS Germany, 131 millisecondes. Entre parenthèses, il y a à peu près que Google qui a un data center en Belgique. Désolé à nos amis belges, il n'y a personne qui veut faire de DC chez vous à part Google. My bad, mais tant mieux pour Google. Et donc, si je veux partir à AWS Sweden, 238 millisecondes, BSO qui sont en France, c'est un bon 601 millisecondes. Ce sera décortiqué d'ailleurs. On peut décortiquer en allant se poser la question du minimum. En minimum, chez BSO, on a eu 112 millisecondes, alors que chez AWS, on est bien moins que ça. On peut aller très très rapidement, quoi. Et donc revenons-en à nos moyennes. Levia, on n'a pas de valeur. Levia, cloud provider français. On peut s'amuser à faire ça avec Azure. En France, on a du 200, du 200, du 200. Donc des valeurs relativement acceptables. Maintenant, si on prend la Bulgarie, bah, là c'est un peu plus compliqué. On peut voir qu'on part d'Europe de l'Est pour aller en Australie. Ouf, de l'Australie à la Bulgarie, c'est un peu ouf. Et de la Bulgarie à Azure, Azure France, on a du 400, Irlande 400. Donc ouais, d'aller d'Europe de l'Est à l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, on a quand même un penalty que si on était juste en Europe centrale et on essaie de tout délivrer. Donc ouais, c'est relativement intéressant. En fait, il faudrait aussi que vous-même vous alliez sur la page et que vous posiez ce genre de questions. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Si je devais résumer, chez Cloud Mercato, on teste des paires dans tous les sens pour pas mal de services.
et on se posait la question de comment permettre aux utilisateurs d'avoir les réponses sur est-ce que mes consommateurs vont accéder rapidement à mon application. Et c'est pour ça donc qu'on a développé notre super observer qui est ici, que je vous invite à consulter. Et à partir de cet observer, donc vous, en temps réel, vous pouvez avoir vos résultats, ou vous pouvez envoyer, par exemple, disons, bah, moi je suis en France, mais mon entreprise, elle est allemande ou elle est américaine et elle a besoin de savoir à combien de temps elle est de ses utilisateurs indonésiens. Le mec qui met des locations au pif. Bah, vous pouvez simplement envoyer ça, le lien à un Indonésien, et il va vous dire, bah, pour aller chez Azure, ça va prendre temps, pour aller chez AWS, ça va prendre temps. Ou vous pouvez envoyer le lien qui est ici et simplement filtrer par où est-ce que vous voulez que comparer. Filtrer, vous envoyez, et vous pouvez avoir la réponse. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je me suis même amusé à un moment donné à tester depuis Tor. J'ai enlevé les résultats parce que c'est pas logique d'avoir des résultats depuis Tor, mais tu peux prendre n'importe quel VPN. C'est vraiment l'idée d'avoir pris un navigateur web, comme ça n'importe quoi peut y accéder. Donc si tu vas depuis un VPN, moi je vais juste détecter le pays de sortie de ton VPN et par contre j'aurai la performance de ton chemin complet. De toi en direction du VPN et du VPN qui fait tous ses machins avec son réseau et il sort quelque part et voilà. Donc n'importe qui peut l'utiliser depuis normalement n'importe quel matériel. Je sais pas, j'ai pas testé par contre Internet Explorer. Si quelqu'un là qui me le dise, mais je pense que ça marchera pas avec. Mais je suis pas sûr. Et donc n'importe qui peut le tester, avoir les résultats. Et après, si on s'intéresse vraiment à vouloir faire des stats, des tableaux, des ceci, et se poser des questions plus en profondeur, bah, ici sur le Price Performance Portal, le P2P de Cloud Mercato, on peut rentrer dans les détails, avoir plus de choses et surtout faire des superbes tableaux croisés dynamiques qui nous rapportent des solutions en un éclair. Donc voilà pour ce qui est de l'observeur et de notre capture de résultats. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions des spectateurs ou de toi, Jérôme. Moi aussi. Tu sais que j'ai pensé avant-hier soir dans mon lit, comme ça j'étais là, et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien cliquer sur une map, ce serait trop bien. Donc, ouais, clairement, je vais le faire. Hmm. Hmm. C'est une question très pertinente. Alors, en fait, il y a pas mal de portails sur la plateforme de Cloud Mercato et ça dépend vraiment de votre usage. Euh, Basiquement, le P2P, en fait, il permet d'avoir un accès, pas complet, mais un accès relativement bon aux datas qu'on a sur la plateforme. VM, Block Storage, Object Storage. Dans le P2P, il n'y a pas encore les databases, mais on les a déjà dans notre backend depuis un bon bout de temps. On a le prix du trafic, on a le prix des object storage, on a des perfs, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de data, des specs CPU, des specs GPU et plus encore. Mais ça, c'est vraiment généralement pour les gens qui s'intéressent au marché avec une perspective de product management. C'est ceux-là qui s'intéressent au P2P. L'observant en lui-même, j'ai déjà des retours de certains cloud providers qui disent bah, moi j'envoie le lien à mes clients et hop, ils peuvent nous comparer directement de manière objective par une tierce partie. Après, moi ce que je me dis, c'est que là je vous ai montré des jolis tableaux avec plein de chiffres, mais les tableaux c'est chiant. Vous l'avez pas dit, mais moi je le sais, les tableaux c'est chiant. En fait, ce que vous voudriez voir, c'est plus des jolis graphiques comme cela qui permettent d'avoir une visualisation simple des choses et de comprendre les choses en un clin d'œil, entre guillemets. Et en fait, pour arriver à ce résultat-là, bah, moi, ce que je me dis, c'est que
peut-être 1 ou 2 fois par an, il faudrait que je prenne mes datas ici que j'ai dans le P2P et que je fasse un projet. Entre parenthèses, ici, le site, le portail sur lequel on est, c'est le Projector. Et donc, le Projector, c'est un portail où on partage des projets privés et publics, notamment des benchmarks. Par exemple, sur le Projector, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des états de l'art du cloud. Donc, par exemple, ici, je vous donne l'état de l'art de l'object storage en Europe. Dedans, vous trouverez plein de perfs. Et en fait, c'est une manière pour nous de faire des fenêtres sur notre base de données. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est des requêtes en temps réel qui sont lancées sur notre DB à aller dire va chercher les résultats de performance qui sont ici pour le big data. C'est un test particulier qu'on lance et montre-les sous forme de graphe. Et en fait, moi, mon idée, c'est de prendre ces données avec ces gros tableaux, etc., et de vous proposer une visualisation avec plein d'onglets, comme ça, histoire de pouvoir comprendre comme on pourrait comprendre dans un PDF ou un PowerPoint. Sauf que là, on a l'outil web qui nous permet d'avoir des tooltips, des détails, et Anthony, en plus, qui fait des webinars. Et je pense que la meilleure manière d'analyser ces datas-là serait de faire des projets dans ce sens-là. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de prix. Je vous ai montré un graphique qui était celui-là, qui est un peu compliqué à comprendre. Et en fait, il faudrait que je prenne une petite journée pour vous créer plutôt un cost estimateur comme celui-là, où voilà, je dis pour 450 terabytes, voilà ce que ça donne pour tous les cloud providers en temps réel. Et en fait, je l'ai fait pour l'object storage, mais je l'ai pas encore fait pour le réseau, bien que le réseau, en fait, il y aurait qu'une seule ligne, il y aurait pas de traffic request, donc c'est plus rapide. Et c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le faire. Et donc, je pense que pour votre visualisation du trafic et du réseau, ce serait la meilleure option. Après, pour parler plus généralement, en fait, je vous invite à suivre ce qu'il y a sur le projecteur et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que bon, vous n'allez pas vous réveiller tous les matins et aller sur le projecteur pour savoir s'il y a quelque chose de neuf. Alors quand nous sommes sur les réseaux sociaux, on publie tout le temps des nouvelles news, même des choses généralement qui ne sont pas sur la plateforme. Et s'il y a quelque chose sur la plateforme, vous serez complètement au courant et vous pourrez le consulter par lui-même. Et même, je vous invite, quand vous voyez un projet comme celui-là, n'importe lequel, public ou n'importe quoi que Claude Mercato déclare, en fait, à nous interpeller pour nous dire euh, j'ai pas compris, ou j'ai l'impression que tu dis de la merde, ou j'ai des détails en plus pour toi. Enfin, peu importe le feedback, on est toujours ouvert. Nous, on partage des chiffres, on les interprète et on n'a pas la science infuse. Donc, une misinterpretation, comme on dit en anglais, est toujours possible. Euh, Jérôme, je crois que j'ai répondu à ta question de manière exhaustive. Cool, 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 cool. Eh ben, je vous remercie d'être tous passés à ce webinaire. Je vous remercie pour les questions. Je te remercie aussi, toi, Jérôme, pour avoir fait, comme d'habitude, une superbe review, une superbe régie, excuse-moi. En dernière chose, je vous invite à lâcher un like, les gars. Lâchez le bouton like, s'abonner sur YouTube, sur LinkedIn, faire un coucou, tout ça. On apprécie et ça permet de faire grandir la chaîne. Et sur ce, il me reste que à vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée aussi. Ça dépend où vous êtes. Ciao.